Dans tous les cas, il faudra une stratégie à l'opposition à l'effet de prendre ce pouvoir-là vis-à-vis du RHDP. Laquelle serait, selon vous, la plus importante ou la plus qui aurait le plus d'impact, en fait? L'unité dans l'action. Vous y croyez? Oui, mais je n'y crois même plus, parce que l'histoire de ce pays nous démontre que l'unité de l'opposition n'a jamais été la chose la mieux partagée par ceux-mêmes qui l'ont voulu. En 1995, on a connu l'unification de l'action de lutte entre le FPI d'alors dirigé par M. Laurent Gbagbo et le RDR dirigé à l'époque par M. Gianni Kobena, secrétaire général, en 1995 je l'ai dit. Et donc, ils sont allés, finalement, on sait ce que le Front commun, ce qu'ils ont appelé le Front commun, a apporté à la Côte d'Ivoire. En 2000, on a vu quelques alliances par-ci, par-là, d'une opposition face à une junte militaire incarnée par M. Guy Robert, on a vu ce que on a vu finalement le RPI. Ce n'est pas la chose la mieux partagée en Côte d'Ivoire. Non, du tout. Et même quand vous prenez le PDCI et le RDR, dans le cas du RHDP, aujourd'hui on sait que cette alliance n'a pas donné les résultats escomptés. Même à l'époque, en 1995, on parlait donc d'alliance contre nature entre le RPI et le RDR, parce que deux partis qui n'avaient point les mêmes idéologies. Bon, aujourd'hui, vous prenez le PPACI et le PDCI, aujourd'hui, de nos jours, en alliance contre le pouvoir du RHDP, vous y croyez? Moi non, parce que deux partis qui n'ont pas les mêmes idéologies et qui plus est, les leaders de ces deux partis ont des agendas cachés. Donc chacun essaie de vouloir ou donne le sentiment de rassembler, mais dans les faits, chacun coule ou roule avec son agenda caché. Et donc cette alliance n'est pas une véritable alliance pour la conquête réelle du pouvoir. D'ailleurs, il ne peut même pas se présenter un seul et unique candidat, un candidat commun. Il ne peut pas s'entendre pour présenter un candidat commun. Ce qui dénote que cette alliance est une alliance de façade. Arnaud, on termine avec vous. Oui, il est clair que s'il y avait un seul candidat pour l'opposition, ce serait peut-être un peu plus efficace. Mais l'opposition n'a pas forcément vocation à s'unir, ni en Côte d'Ivoire, ni ailleurs. Parce que quand on dit opposition, c'est vrai que c'est un mot, mais elle est multiforme. On a des socialistes, des communistes, des libéraux, etc. Donc, ils ont simplement en commun le fait qu'ils ne sont pas au pouvoir. Sinon, rien ne dit qu'ils sont les meilleurs amis du monde. Donc, je pense qu'il ne faut pas forcément s'attendre à un candidat unique de l'opposition. Des rapprochements, il y en a eu dans l'histoire, il y en a aujourd'hui, des rapprochements en fonction des circonstances pour lutter pour des causes qui sont ponctuelles, l'inscription sur la liste électorale, de meilleures conditions des élections en 95, même si ça a duré un peu plus jusqu'à presque 99. Donc on a des alliances qui sont ponctuelles. Mais dans notre pays, on a très peu eu des alliances idéologiques, des personnes qui se rapprochent parce qu'elles sentent... Bon, c'est vrai qu'on a quelques démarches de Don Melo auprès de Simone et de Blé Goudé, mais on a très rarement eu des alliances de personnes qui se rapprochent par idéologie, parce qu'ils sont tous deux libéraux, ils ont un projet qui est plutôt similaire et ils s'engagent ensemble pour tout. Mais les alliances qu'on a pour le moment, en tout cas, c'est exclusivement pour pouvoir obtenir de meilleures conditions d'élection et des candidats sur des listes électorales. Le parrainage qu'ils sont en train de faire, ils sont bien conscients, je pense. Quand on veut être candidat à la présidentielle en Côte d'Ivoire, la date délai de dépôt de candidature, c'est le 25 août. On s'imagine que tous ces candidats sont en train de travailler. Aujourd'hui, j'ai discuté avec Israël Gebo, qui est le premier vice-président de l'ADCI, donc qui porte Assalé Tchimoko comme candidat. Il dit qu'ils sont à peu près à 12 régions déjà finalisées et il en reste seulement que 4 ou 5. Mais il assure que jusqu'à la fin de la semaine, ils seront OK. Il y a des partis politiques qui sont plus outillés, donc pour eux, souvent, c'est en 2 jours, 3 jours qu'ils terminent. Je ne crois pas que les grands bonnets, peut-être que c'est plus difficile pour les nouveaux candidats ou bien ceux qui veulent ambitionner qu'on ne connaît pas forcément, ça sera forcément difficile pour eux. Mais quoique, le 25 août, on appréciera qui est passé par ce moule-là, ce filtre-là. Quoique je n'apprécie pas forcément le parrainage, j'étais contre le parrainage, mais je trouve que ça fait une classification des candidats, ça le catégorise, et ça se voit, c'est les grands bonnets qui peuvent avoir le parrainage facilement, pendant qu'il y a des petits bonnets qui ont peut-être des idées que les Ivoiriens peuvent adouber, mais qui n'auront pas, qui ne pourront pas passer cette épreuve. Alors Marius Kombo, l'idée pour le candidat, en fait, c'est de bien faire son calcul. Parce qu'il y a 1% de l'électorat local, 17 régions donc à avoir, et 2 districts autonomes. Il revient à chaque candidat de choisir justement dans ce pipeline de régions, les régions qu'ils peuvent véritablement couvrir. Et à la matière, la CEI a pris soin de donner donc la liste des parrainages à obtenir par région. Par exemple, dans la Niébi-Tiassa, la population électorale est estimée à 273 502 électeurs. Le parrainage requis
qui concerne les 1% dont vous parlez, c'est 2736 parrainages qu'il faut obtenir par le candidat s'il choisit la région, par exemple, de l'Agnébit. S'il choisit, par exemple, la région du Bélier, la population électorale, c'est 154 310. Et donc, la CEI a fait cette liste et a déterminé le nombre de parrainages qu'il faut obtenir par région et même dans les districts. Et donc, le candidat, en fonction de son ossature nationale, en fonction de son implantation au niveau national, choisit les régions qui lui conviennent le plus, où il peut recueillir... Sur la base des chiffres sur la base des chiffres donnés par la CEI, où il peut recueillir justement... Alors, pensez-vous qu'on devrait, nous, en ce moment, en tant qu'observateurs de la vie politique, avoir un peu le point de chaque candidat? Oui, il y a des candidats comme par exemple M. Jean-Luc Billon qui nous font des retours sur le bouclage de leur parrainage, par exemple à Bondoukou, dans la Mé et même à Yamoussoukro et autres. Mais même le candidat Salé Tiemoko, qui est aussi un candidat indépendant, nous rencontre régulièrement du bouclage de ces parrainages dans certaines régions et dans certains districts. Là où il y a la difficulté, c'est avec les nouveaux candidats. On sait bien qu'un candidat comme Nyangbo Kakou n'est pas nouveau, il a déjà été candidat aux élections précédentes, mais a-t-il l'ossature nationale, a-t-il la capacité d'abord financière, ensuite a-t-il les moyens matériels pour pouvoir couvrir les différentes régions? Mais si les candidats, c'est qu'il a ces moyens-là, Marius. On peut être candidat sans véritablement avoir ces moyens, parce que c'est ce qu'a dénoncé par exemple notre ami et frère, l'ancien préfet d'Abidjan, M. Vincent Tobi, qui dénonçait justement le système de parrainage comme étant une obstruction, une élimination de certains candidats non moins importants, parce que tout simplement, des candidats ne pourront pas véritablement avoir les moyens nécessaires de parcourir les différentes régions qu'ils auront choisies pour recueillir les différents parrainages. Arnaud, votre avis justement sur panoramique sur la question? Oui, tout à fait. Déjà, c'est dommage qu'on n'ait pas suffisamment de communication des candidats, à la fois pour faire savoir la progression de leur aventure électorale, mais aussi pour pouvoir attirer de l'adhésion, parce que Herman a parlé du terrain, c'est extrêmement important d'être présent sur le terrain, sinon on est perdu dans le game, mais c'est les réseaux sociaux, Internet est aussi un moyen justement de mobilisation et de communication. Donc il ne faut vraiment pas se priver de ces différentes armes. Mais l'autre chose également que je voulais préciser, c'est que même si on a la capacité de réunir un certain nombre de parrainages, un certain nombre de régions, ce qui est extrêmement difficile, encore plus pour les candidats indépendants, on n'est pas encore sauvé dans l'histoire. Pourquoi? Parce que premièrement, il faut que les autorités s'assurent qu'il n'y a pas de doublons, puisque personne n'a le droit de parrainer deux personnes, à la fois deux candidats. Donc même si vous réunissez le nombre de parrains qu'il faut et que vous déposez, qu'on se rend compte qu'il y a des doublons, il y a certains de vos électeurs qui seront annulés et le Conseil constitutionnel vous donnera 2-3 jours pour pouvoir remplacer ces parrainages. Si vous vous êtes limité seulement à 17 régions et vous estimez avoir bouclé, quand on vous donne 2-3 jours, vous ne pouvez plus faire de parrainage. Donc il est clair qu'il ne faut pas cibler seulement 17 régions, mais le maximum de régions possibles en fonction des capacités que l'on a. C'est un obstacle vraiment supplémentaire qu'on a à donner aux candidats, obstacle en termes de moyens financiers, de personnes à mobiliser, d'équipes à déployer sur le terrain. Et c'est vraiment une élection avant l'heure. Peut-être l'une des difficultés également que peuvent avoir les candidats, surtout indépendants, c'est le contexte électoral, parce que on sait que notre pays est toujours en paix, mais dès qu'on arrive dans l'année électorale ou dès qu'on approche des élections, il commence à y avoir des tensions. Donc quand à l'approche des élections où justement on a des tensions, vous demandez à quelqu'un de donner son nom, son prénom, sa pièce d'identité, son numéro de téléphone. Assez stressant, vous pensez? Très stressant même. Et de parrainer une seule personne. C'est-à-dire qu'il a la possibilité de parrainer plusieurs personnes encore. Bon, il parraine tout le monde et puis le tout est joué. Mais quand on doit donner toutes ces informations, électeur, bien sûr, il faut qu'il soit électeur. Mais quand il va partager toutes ces informations personnelles et en plus de ça, ne parrainer qu'un seul candidat et on va envoyer ça au Conseil constitutionnel et la CEI, c'est plutôt dissuasif. Donc, c'est pas une partie de plaisir qui est donnée aux candidats. Il faut beaucoup d'équipes, beaucoup de moyens et beaucoup de temps. Et ils n'ont plus beaucoup de temps aujourd'hui. Moi, à leur place, j'aurais choisi des régions comme par exemple le Folon. Dans le Folon, il faut simplement réunir 497. Mais si vous n'avez pas d'ancrage au Folon, Marius. Mais au moins là-bas, le nombre de parrainages requis ou à obtenir est seulement de 497. Très bien. Dans d'autres régions, vous avez 923. Par exemple, dans la région du Bafing. Alors justement, Pascal, moi j'ai une question pour vous. Alors sur l'assiette, c'est-à-dire que dans tout le Folon, il n'est possible d'y avoir, tout candidat compris, que 497 parrains. 497. Alors vous imaginez, s'il y a oui, qui correspondent au 1%. S'il vous plaît, tout le monde parle en même temps. Donc il y a combien d'électeurs dans le Folon? C'est ça. Dans le Folon, vous avez 49 678 électeurs. Pascal, justement, alors avec vous, on a soulevé le point de la communication des candidats, de comment ça doit se passer. À l'heure où nous sommes aujourd'hui, pour éviter qu'il y ait des germes de crise, est-ce que les candidats pensez-vous qu'ils pourraient, à cette heure-là, commencer à communiquer de façon stratégique? Il reste quelques semaines.
sur Vous le avez dit point, 70 justement, jours. voilà, 70 jours. Est-ce qu'on peut... Non, 70 jours pour l'élection présidentielle, Oui. mais la fin, justement, des prolongations du parrainage, on est à 2 semaines. Ah ouais. Voilà. Est-ce 2 que vous jours. pensez qu'aujourd'hui, il pourrait penser à faire un point pour éclairer la lanterne donc, des populations? Oui, il n'est jamais trop tard pour communiquer. Vous savez, il y a des vagues comme ça qui peuvent se lever et créer de l'adhésion. Arnaud l'a dit, la communication peut créer de l'adhésion. Il y a des personnes, et il le disait, c'est un peu une élection avant l'heure. Il y a des personnes qui se disent, bon, moi, c'est tel ou tel candidat que je vais voter. Et puis, le 26, on vous apprend qu'il n'a même pas eu de parrainage. Et vous vous rendez compte que si vous aviez pu, vous l'aurez parrainé. Et qu'en plus, les parrainages, la région, là où il avait besoin de parrainage, ou le district où il en avait besoin, c'est le district où vous résidez. Donc, c'est un petit peu dommage de ne pas communiquer. Donc, j'invite vraiment les candidats, l'organisation autour, à utiliser massivement les réseaux sociaux, la presse écrite, les médias traditionnels, de venir même ici sur nos plateaux, et de créer de l'adhésion autour de ce mouvement. Et ça peut être un marqueur de ce que sera l'élection présidentielle. Parce que si ça se fait bon enfant, et je vous le dis, quand il dit donner son nom, son prénom, tu as l'impression, tu te dis, ça va arriver à la CEI. Est-ce que demain, quand je vais aller voter, bon, les gens sont venus, ils ont vu qu'il y avait les recruteurs de tels candidats qui sont venus chez moi. Est-ce que ça va pas me créer des ennuis? Donc, on est un peu réticent. Il faudrait que ce soit un marqueur de ce que nous annonçons pour l'élection, c'est-à-dire non seulement un marqueur un indicateur de ce que seront l'élection, de ce que sera l'élection même, mais aussi du caractère bon enfant que peut avoir une élection présidentielle. Parce qu'on dit tous ici la liberté que nous confère la Constitution à choisir librement notre candidat. Et mieux, je peux même parrainer quelqu'un et puis ne pas voter pour lui. Ça n'a rien à voir. C'est vrai, c'est plus cohérent, c'est plus logique, mais si quelqu'un a déjà eu ses parrainages et qu'il était le candidat, mais pour même la même vitalité démocratique que j'évoquais, je peux parrainer un autre candidat qui est en mal de parrainage et puis à l'élection choisir celui qui est mon candidat à l'élection présidentielle. Herman? Arnaud l'a dit, je l'avais déjà relevé sur ce plateau, tout le process, en dehors même de la pertinence du système de parrainage, le process pour y arriver, c'est un process dans le contexte politique que nous vivons, qui est un process qui empêche même de réussir le parrainage, parce qu'il y a des tensions. Des gens n'ont pas envie aujourd'hui, ou dans un contexte où des gens ont été dénoncés par moments par leurs voisins et autres, il faut maintenant les fichiers. Parce que tout ce qu'on demande comme nom et prénom, numéro de carte d'électeur, tout cela, c'est au vu aussi de tout le monde, puisque avec même les empreintes faciales. Donc c'est extrêmement difficile pour un parrain, même si tu as envie de donner ton parrainage à quelqu'un, c'est douché, cette envie-là est douchée par ce processus. Et souvent on dit, bon écoute, moi j'attends à l'élection pour aller le faire. Mais du coup, si vous n'avez pas des militants engagés, eux-mêmes sur le terrain, qui n'ont pas peur d'aller se faire découvrir, ça peut marcher. Mais ça tue même l'intention du législateur quand il mettait la question de la discrétion de l'acte de vote. Parce que c'est au bulletin secret qu'on vote. Mais avec le système de parrainage qui est le début d'une sorte d'élection, du vote, du scrutin, il se trouve qu'il faut découvrir ceux qui vont te parrainer. Moi, je pense qu'on l'a mis là, on fait avec, mais la prochaine législature doit pouvoir réfléchir sur ces questions-là et annuler ce système de parrainage. Alors le point, Marius, c'est que les candidats déclarés ou les candidats potentiels à l'élection présidentielle savaient très bien que le système de parrainage, avec toutes ces corollaires de peut-être de difficultés existaient, et ils ont validé, enfin ils sont allés quand même à ce point. La vérité. Est-ce que de dire que nous sommes à 2 semaines, est-ce que de dire ça va pas décourager certains? Je n'ai pas dit de ne pas le faire, hein. Non, mais c'est la réalité que certainement les candidats vivent sur le terrain. Et dire qu'ils ne sont pas fichés à la police. Voilà, en même temps, Marius réagissait. Non, mais à dire vrai, Herman n'a pas véritablement tort. C'est très pertinent ce qu'il vient d'évoquer. Je pense que c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les partis politiques ont souhaité donc la table de discussion. C'était pour évoquer de tous ces aspects des choses et avec les responsables de la CEI, mais surtout avec le gouvernement. Mais quoi qu'il en soit, vous l'avez dit, c'est un fait. Aujourd'hui, les grands partis politiques qu'on appelle les partis traditionnels, que sont le RHDP, le PDCI, le PPACI et même le RPI, ils n'ont pas de problème parce que c'est des partis qui ont une assise nationale. Non, c'est rien, personne n'a dit qu'il a bouclé. On va l'écouter, à dire vrai, on ne fera pas l'injure à un parti comme le PPACI de ne pas pouvoir couvrir le territoire national, encore moins le RHDP et le PDCI. Donc c'est des partis qui sont traditionnellement implantés, qui ont des cadres, un réseau d'élus et de militants. Vous ne pouvez pas demander, par exemple,
on ne peut pas faire des reproches au RHDP de ne pas pouvoir couvrir l'ensemble des régions sollicitées ou exigées, ainsi que des districts. Parce que dans ces régions, ils ont des élus, dans ces districts, ils ont des élus et des militants, y compris justement des sections de représentation, des sections de base. Donc à partir de ce moment, eux, ils peuvent j'allais dire, prétendre, ou alors être heureux, ou alors ils peuvent partir tranquilles dans l'atteinte de cet objectif. Mais pour les indépendants, c'est véritablement difficile. C'est pas évident. Ça nécessite de gros moyens financiers parce qu'il faut couvrir les régions. Mais pour se déplacer d'une région à une autre, il faut payer du carburant, il faut du matériel, il faut toute la logistique, il faut avoir à se loger et c'est toute une équipe qui part. Il faut pouvoir se nourrir, il faut pouvoir communiquer, mais c'est un gros budget et c'est pas donné à n'importe qui. Et donc pour les indépendants, c'est beaucoup plus difficile. N'oubliez pas que les indépendants sont pas financés. Très bien. Mais les partis politiques traditionnels, enfin, on parle quand même de l'élection présidentielle. Est-ce qu'ils ils se sont pas apprêtés? Et ça, on termine et puis j'aimerais avoir le point de vue. Moi, je suis convaincu que les indépendants, tout comme les partis politiques traditionnels, ont cru à une table de discussion qui allait venir peut-être mettre de côté cette initiative. Malheureusement, cette table de discussion n'est pas arrivée pour cette élection-ci. Peut-être pour les élections futures, comme l'a souhaité Herman. Arnaud, Herman voulait ajouter. Oui, Marius, s'il vous plaît. Je vois que tu as bon espoir, mais hier, à la conférence, à la rencontre du président de la CEI avec les différents candidats potentiels et les partis politiques pour l'élection législative, le président de la CEI a déjà propose que l'élection, qu'il n'y ait pas de RLE, puisque l'élection va se faire le 27 décembre, l'élection législative, le 27 décembre 2025, et il dit que c'est impossible pour lui d'organiser une RLE avant. On a parlé de ce point hier, dans l'émission d'hier, et revenons donc sur notre sujet. Arnaud Goyi, regardons un peu le point des candidats qui ont des difficultés, et, enfin les points soulevés par Marius et Herman. En même temps, comme on le dit, ne s'est-on pas apprêté justement en sachant bien les différentes étapes de cette élection et surtout la charge financière qu'elle pourrait donc le parrainage est quand même relativement nouveau parce qu'on l'a véritablement découvert avec l'élection de 2020 et plusieurs des candidats qui sont aujourd'hui candidats déclarés, Tiemboko, etc., n'étaient pas candidats en 2020. Donc ils ont sûrement entendu parler du parrainage, de ce que ça implique, mais il y a une différence entre entendre parler de quelque chose et puis la vivre. Mais il a déjà été effectif en Côte d'Ivoire. Je dis ça. Oui, bien sûr. Oui. Mais pour ces candidats, en tout cas, c'est nouveau. Donc, du coup, il y a vraiment une différence entre entendre parler du processus, avoir une idée de loin de ce que ça implique, et puis maintenant être confronté aux réalités du terrain que l'on va découvrir et qu'on n'avait pas découvert avant. Peut-être certains partis politiques ont l'avantage d'avoir déjà connu le parrainage, notamment en 2020, pour ce qui est du FPI ou du PDCI. Ils connaissent le process, les difficultés et ce que cela implique. Mais les candidats indépendants me semblent un peu moins préparés. Et ils sont davantage moins préparés qu'ils n'ont pas toujours l'équipe qu'ont les partis politiques. Parce qu'on parlait de déplacement d'équipe. Quand vous êtes un parti politique et que vous avez des représentants au niveau local, c'est beaucoup plus facile de simplement les mobiliser. Ça vous coûte moins d'argent. Mais lorsque vous êtes un candidat indépendant et que vous n'avez pas une assise au niveau national, cela va impliquer très souvent des déplacements de personnes d'une ville à l'autre, l'hébergement, etc., comme ça a été évoqué par Komo. Et donc, ils en avaient une vague idée, maintenant ils le vivent. Et pour les retours que l'on a, en tout cas les témoignages des différents candidats et leur sortie dans la presse, c'est plutôt une épreuve d'endurance.